Voilà, bonsoir à toutes et à tous. On est heureux avec Dr Henri de vous retrouver pour la rentrée des webinaires avec MyBiobox et médecine intégrée. Ce soir, on va évoquer un sujet qui est cher à beaucoup d'entre nous pour retrouver la forme à la rentrée et surtout retrouver son poids de forme. Alors, comme d'habitude, on a sur le chat en direct la possibilité de recueillir vos questions en cours de route et on les traitera en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à partager vos points de vue, vos questions, vos suggestions. Et à tout à l'heure. Je vous laisse la parole, Dr Henri. Merci. Eh bien, merci Aline et bonjour tout le monde. Bonne rentrée. Dans un contexte de coronavirus, de petits retours de coronavirus, mais qui heureusement sont jamais que des répliques et ça n'a rien à voir avec l'épidémie de cet hiver. Donc je pense qu'il faut dédramatiser la situation au maximum. Hein. Et donc, je vous souhaite des cabinets qui tournent quand même de façon sympathique. Alors, évidemment, il y a deux grandes périodes dans l'année où les gens pensent à maigrir. C'est maintenant, parce qu'ils ont fait tout un tas d'excès pendant l'été. Et puis, bien sûr, au printemps, quand on ressort les maillots de bain et qu'on se rend compte qu'on ne peut plus rentrer dedans. Voilà, c'est les deux grandes périodes de l'année où on se pose la question, comment faire pour retrouver son poids de forme. Alors, on va voir ensemble que, en fait, c'est assez facile. Le problème de la gestion de poids est assez facile dans la mesure où on a des régimes qui fonctionnent. Le gros problème, en fait, qui se pose, c'est la motivation. Et donc, c'est de comprendre avec le patient pourquoi jusqu'à présent ça n'a pas marché, et puis créer une motivation, et puis entretenir cette motivation. Donc, il y a vraiment deux volets à mon exposé. C'est les régimes qui marchent et puis comment on va créer, comment on va maintenir la motivation. Ce sont les deux axes essentiels de la perte de poids chez les gens. En principe, si vous suivez les recommandations que je fais, c'est 100% de bons résultats. Donc, moi, je sais que quand j'ai un gros qui vient dans mon cabinet, je suis très décontracté, je sais qu'on aura un bon résultat. Et au contraire, étant donné que je ne suis pas angoissé sur ce que je vais faire, ça me permet d'aborder tout un tas d'autres sujets et de faire une prise en charge globale, ce qui est toujours intéressant. Voilà. Voilà, alors je fais un petit signe à Aline pour changer la diapo. Alors voilà, étendue et gravité du problème. Alors le surpoids constitue actuellement une véritable épidémie dans tous les pays développés. Hein. On estime que c'est 20 à 30% de la population, sans que les classiques, c'est-à-dire que nos universitaires, qui proposent des solutions qui pourtant semblent logiques, avec réduction de l'apport calorique, ne puissent afficher de succès notable. Hein. Par exemple, on peut dire, disons que les statistiques des hôpitaux actuellement dans les services de diabétologie qui traitent le surpoids ou d'endocrinologie qui traitent le surpoids, leurs résultats affichés, c'est de l'ordre de 10 à 12% de normalisation du poids à long terme. Autrement dit, ils ratent 90% des patients qui reprennent plus ou moins vite leur surpoids. Pourtant, le problème est réel. Le surpoids est une maladie chronique qui, en plus du préjudice esthétique, induit une surmortalité cardiovasculaire. Ces patients présentent 3 fois plus de dyslipidémie, autrement dit beaucoup de cholestérol et d'hypertriglycéridémie, 4 fois plus d'hypertension artérielle, 9 fois plus de diabète gras que les sujets de corpulence normale. Voyez, donc c'est un véritable problème de santé publique et il faut le prendre au sérieux. Hein? Voilà, alors avant d'essayer de perdre du poids, il faut comprendre pourquoi et comment on prend du poids. Alors, les mécanismes ils sont psycho-endocriniens. Essentiellement, c'est dans le problème du surpoids, au départ, il y a toujours un stress qui est soit un stress exogène, soit même un stress endogène. C'est la façon dont on apprécie le monde et on se met la pression sans arrêt pour plein de raisons. Évidemment, il va y avoir des perturbations d'ordre lipidique. Hein, le foie
qui gère les graisses, qui est le grand filtre des graisses, c'est aussi le bouclier des émotions, hein, donc il y a des problèmes de vésicule biliaire et de foie. Et puis très très vite, deuxième adaptation alimentaire, on a le pancréas, et on va voir que le pancréas est quand même l'organe central du surpoids. D'ailleurs, c'est intéressant, pancréas, ça veut dire toutes les chairs. Voilà. Pour grossir, il faut une succession de stress, parfois durant des années. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résister efficacement au stress? Donc, le stress va s'appliquer sur le foie. Ce foie, il est soutenu par l'énergie du poumon, les émotions épuisent. Il est soutenu par la volonté du rein, normalement. Il est soutenu par la réflexion de la rate. Et puis, bien sûr, au niveau du cœur, si vous avez un idéal, une personnalité forte, eh bien, tout ça va soutenir le foie, bouclier des émotions. Or, malheureusement, actuellement, nous sommes dans une société où d'abord la nourriture est abondante et ensuite nous vivons noyés par le stress. Moi, je ne mets plus la radio parce que maintenant, il y a les attentats, le déficit, la faillite économique, le Covid qui nous assaille de tous les côtés. Donc, évidemment, c'est des situations extrêmement anxiogènes qui vont perturber fondamentalement notre vision du monde et nos comportements. Donc, l'oralité ne va pas être gérée, puisque évidemment, on va tendre à compenser toutes ces frustrations, ces angoisses en mangeant. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir un aspect de puérilité, de mensonge, si on est des sujets poumons. Si on est des sujets plutôt reins, on risque une dépression. Des sujets plutôt rate, ben des soucis, des idées fixes, et puis des sujets plutôt cœur, et ben de l'angoisse et des préjugés. Voilà. Alors, ce stress va intervenir sur un organe, très souvent sur un organisme aux régulations fragilisées. Le foie et la vésicule biliaire, il faut voir aussi la qualité de ce qu'on mange. Vous n'avez qu'à voir, amusez-vous, mettez-vous à la caisse d'un supermarché et regardez le caddie des personnes corpulentes. Bon, il y a de l'alcool, il y a du sucre, il y a tout un tas de saloperies, des plats préparés, trop sucrés, trop gras, etc. Il y a évidemment une hyper-stimulation des surrénales, évidemment par le stress immédiat et le stress chronique va entraîner une sécrétion d'adrénaline et de corticoïdes, et l'adrénaline et les corticoïdes vont sucrer le patient et vont épuiser le pancréas. Évidemment, en plus, il y a la prise de pilules ou de traitements hormonaux substitutifs. Il y a les blocages de rate pancréas avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les polyvaccinations. Et puis, il y a toute l'adaptation neuroendocrinienne au niveau de l'hypophyse, et en particulier les soucis répétés. Et puis la thyroïde, et là, on rentre en particulier dans l'utilisation délétère et historique des gélules amaigrissantes à base d'extrait thyroïdien. Donc, il faut explorer l'histoire du patient, les différents stress qu'il a subis, les contraintes organiques et psychologiques qui se répètent, et la compensation orale va devenir habituelle. Et dans cette compensation orale, il va être très important de mettre en évidence le rôle des saboteurs, c'est-à-dire de la personne qui va entraîner le patient à trop manger. Soit il va lui reproposer, prends un dernier verre, tu reprendras bien un petit bout de chocolat, etc. Et il va lui amener à manger trop. Il ne va pas le soutenir dans ses efforts de limitation alimentaire. Et donc, il va falloir travailler sur les saboteurs. Et puis, il va falloir également essayer de comprendre les phénomènes de yo-yo qui rendent les obésités résistantes au régime restrictif et qui témoignent d'un conflit, qui témoignent des erreurs des régimes restrictifs et d'un conflit souvent intrapsychique, c'est-à-dire d'interdits et de pulsions qui épuisent le patient et qui trouvent leur résolution dans le fait de manger qui les apaise. Alors, nous avons déjà parlé des troubles du comportement alimentaire dans un précédent
webinaire où on avait insisté en particulier sur les phénomènes de boulimie, les accès boulimiques et l'anorexie mentale. Hein. Donc, nous vous invitons à le revisionner sur notre chaîne YouTube MyBiobox Télé. Hein, donc, c'est facile. Vous pouvez aller le revoir, c'est assez sympa. Et donc, le problème reste entier. Comment faire pour perdre du poids? Alors, d'un côté, vous avez une pomme et de l'autre côté, vous avez un donut, hein, ce qui n'est pas idéal, évidemment. Donc, mettre en avant ce que souvent l'obèse a oublié, un esprit sain dans un corps sain. Donc, pour maigrir, il faut une détermination, l'envie et le plaisir de retrouver un corps sympathique, mais aussi un praticien qui saura appuyer votre démarche et vous guider vers le succès. Donc, vous allez mettre en avant un programme d'épanouissement plutôt qu'un régime d'amaigrissement. Ça, c'est fondamental. Et vous allez l'encourager donc à faire plus de sport, à reprendre le contact avec son corps, et puis vous allez le guider vers une alimentation saine et équilibrée. Donc, sur le plan de la motivation et des mauvaises habitudes qu'il va falloir faire sauter, on va utiliser bien sûr l'approche tactique cognitivo-comportementale. Celle-ci a été développée par le docteur Maurice Larocque et elle s'articule autour de l'évaluation périodique de la motivation. Alors, on va étudier les habitudes alimentaires, les pensées et les attitudes erronées des patients obèses. Et en effet, très souvent, les patients en surpoids mettent en avant le problème du métier, les repas d'affaires, les habitudes familiales, etc. Et évidemment, il va falloir faire sauter ces pensées erronées et ces attitudes qui sont néfastes. Et puis, cette approche met en avant les causes actuelles de la perte d'équilibre alimentaire, le manque d'estime de soi, le vide affectif, la culpabilité ou la difficulté à subir les privations de la vie et les échecs, d'où des accès de colère, le besoin de sucre, d'alcool ou de drogue. Alors le sucre, en fait, doit être considéré, ces gens-là, comme une véritable addiction. Donc l'addiction, c'est une compensation à une frustration répétée. Et donc c'est dans ce sens qu'on va aborder les problèmes. Donc cette motivation, on va l'articuler autour de quelques questions clés. La première, c'est pourquoi pensez-vous avoir un problème de poids? C'est très éclairant sur la vision que le patient a du monde et de son propre corps et de sa santé. Pourquoi voulez-vous maigrir et depuis quand? Est-ce que c'est important pour vous, pour votre état de santé ou pour le jugement de l'entourage? C'est intéressant de recadrer aussi les points de vue. Et puis enfin, quel poids voulez-vous atteindre? L'avez-vous déjà atteint? Et est-ce que vous le visualisez? Est-ce que vous voyez mince? Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez être mince? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Donc, cette approche tactique, on va la développer au sein de ce qu'on appelle en psychologie les histoires de vie. C'est-à-dire qu'il s'agit pour le patient de raconter son histoire. Et d'ailleurs, il peut l'écrire, on peut gagner du temps en lui faisant écrire son histoire, avec les dates des différents événements forts qu'il a vécus. Le but de ce travail est la mise en évidence d'occurrences, c'est-à-dire de situations qui se répètent, et de lui en faire découvrir les raisons cachées. Et dans ces raisons cachées, il y a le sens de ce qu'il veut vraiment. Donc, tactiquement, on va proposer un certain nombre de choses, on va travailler sur ses pensées du moment, mais il faut bien comprendre que tout ceci est l'aboutissement d'un ensemble d'erreurs et d'échecs qui se sont accumulés dans le temps. Et donc, il va falloir essayer de comprendre quelles sont les difficultés qui ont fait le lit de la situation actuelle. Cette méthode, la méthode des histoires de vie, permet en nous de prendre de la distance par les mots vis-à-vis des émotions. Le fait de mettre ces émotions sur le bureau,
en présence de quelqu'un. C'est extrêmement décrispant, c'est extrêmement anxiolytique, parce qu'en fait, là, l'émotion, elle ne travaille plus en vous-même, vous la voyez et vous êtes capable de... Elle est sortie de vous, quoi. Vous pouvez travailler dessus. Ça a l'air idiot ce que je dis, mais c'est tout à fait objectif. Le patient a une histoire, il ne la subit plus et il va pouvoir exister en harmonie avec lui-même dans son contexte historique et social. Donc on va remettre les choses en perspective, c'est fondamental si on veut que la perte de poids s'effectue correctement et surtout qu'elle tienne. Le sujet à trouver d'autres repères dans sa vie et donc c'est là-dessus qu'on va travailler avec lui. Voilà, alors on va travailler sur les plaisirs. Alors ça c'est très intéressant, c'est Spinoza qui disait que pour supprimer une addiction, il fallait proposer un autre plaisir. Oui. Donc ça ne date pas de récent. Hein. Spinoza était quand même un des plus grands philosophes, il avait repéré ça. Donc dans les plaisirs immédiats, vous allez sortir de la maison, prendre un bain, téléphoner à un ami, se reposer, dormir. Et puis, vous avez les plaisirs différés, voir des amis, aller au cinéma, partir en voyage, réfléchir à des projets. Tout ça, c'est du domaine du plaisir. Et en fait, on se rend compte que les gens en surpoids, eh ben justement, sont en carence de plaisir. Et donc, si vous voulez qu'ils ne se roulent pas sur la nourriture, soit en dehors des repas, soit pendant le repas, si vous voulez qu'ils pensent à autre chose, il va falloir travailler sur les plaisirs. Et le quotidien, donc, s'apprend et le reste se gère. Alors, l'approche psychosomatique, vous savez que je suis un homéopathe, je ne peux pas m'en cacher. Et donc, l'homéopathie est une approche psychosomatique, et en particulier dans l'homéopathie diathésique, c'est-à-dire qu'on va se servir de la médecine chinoise et de l'organisation physiologique de la médecine chinoise pour avoir une vision de comment les remèdes homéopathiques fonctionnent et à quel niveau ils agissent. Donc, je vous ai fait une petite étude des remèdes homéopathiques qui va permettre de mieux comprendre les grands types d'obésité qui sont amenés à nous consulter au cabinet. Et essayer aussi de comprendre quelles sont les dysfonctions qui sous-tendent les situations de surpoids. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'homéopathie, on peut s'appuyer sur la classification psychologique persona de M. Jung. Alors, j'ai le livre de Gollet qui est très intéressant, où il utilise justement, il travaille sur les problèmes de surpoids, et il a travaillé sur le test persona, ce qui revient d'ailleurs à peu près à la classification des remèdes homéopathiques. On va en parler. Voilà. Ce test débouche sur un classement en 4 types de personnalités qui auront chacun des tendances différentes aux erreurs alimentaires et une facilité variable à suivre tel ou tel type de régime. Donc, en fait, on se rend compte, quand on connaît un peu l'homéopathie, il y a une douzaine de remèdes qui couvrent plus de 80% des cas rencontrés. Il suffit de poser quelques questions clés pour choisir celui qui, donné en haute dilution, permettra de débloquer une situation métabolique et psychologique qui va faciliter la prise de conscience et dédramatiser la situation. Alors attention, ne conseillez jamais de plantes en basse dilution, même drainantes. Alors, vous avez remarqué, quand vous rentrez dans une pharmacie, n'importe où, vous avez toujours un mur de plantes pour maigrir. Alors, il y a le Conjax, il y a un peu de tout. Vous avez 20, 30, 40 types de remèdes pour maigrir. Alors, évidemment, s'il y en avait un seul qui marchait, les autres n'auraient pas besoin d'être là. Donc, ça ne marche absolument pas. Et pire, plus vous allez prendre des plantes pour maigrir, plus vous allez grossir. Donc, il faut absolument proscrire les plantes drainantes. Là, le drainage est une méthode qui est intéressante en naturopathie, mais c'est une méthode qui fait grossir systématiquement les obèses. Donc, plus ils sont gros, plus ils vont grossir avec les plantes. Donc, on va utiliser des hautes dilutions de remèdes homéopathiques et
pour ce qui est des prescriptions du BNS, on ne dépassera jamais 15 gouttes en 1 DH, car les plantes nourrissent la structure, et donc ça sera un nouvel obstacle à la perte de poids. Donc les gens qui sont en surpoids et qui prennent tout un tas de traitements de phyto pour maigrir, souvent conseillés d'ailleurs par des naturopathes de bonne foi, ça ne peut pas marcher. Donc la première chose à faire, c'est de supprimer toutes les plantes. Les plantes nourrissent la structure, donc vous ne pouvez pas maigrir avec un traitement de phytothérapie, ou alors vraiment en toute petite quantité. Donc premier type de patients, les patients tuberculiniques, qui sont en fait des patients poumons en médecine chinoise, sont en général minces, parce que la gestion de leur émotionnel fragile consomme beaucoup d'énergie. Mais cette règle souffre 3 exceptions. Donc le patient tuberculinique, c'est un patient qui est en insécurité, il y a une recherche permanente d'amour et d'approbation, souvent sur une base narcissique, et ils ont besoin du regard des autres. Alors, ces 3 remèdes sont assez typiques, Antimonium crudum, le glouton bourru, ça c'est un patient qui mange, et surtout il mange d'autant plus qu'il est ému. J'avais une patiente comme ça qui était très gentille, qui était un peu simplette, et puis elle avait un stand de beurre œuf fromage sur les marchés. Et puis alors, dès que quelqu'un lui faisait une réflexion, elle était complètement perturbée. Donc à ce moment-là, elle se retournait, elle prenait un yaourt et elle mangeait un yaourt. Alors je lui dis, mais vous en mangez combien par jour? Entre 18 et 20. Donc c'est vrai que quand vous mangez 18 et 20 yaourts par jour, c'est difficile de maigrir. Et donc en fait, ça c'est le grand remède de la relation boulimique émotion-nourriture, antimonium crudum. L'akésис, c'est un remède de frustration, et c'est le grand remède de la prise de poids à la ménopause, et souvent d'ailleurs avec une tendance à se détendre avec un petit peu d'alcool. Donc c'est un remède qu'on utilisera à la ménopause surtout. Pulsatilla, ça c'est un grand remède de femme-enfant, souvent hypothyroïdienne, donc là il faudra vérifier, et puis surtout avec l'alarme facile et le besoin toujours qu'on la soutienne, qu'on l'encourage, etc. C'est un véritable trou affectif. Donc là, il va falloir mettre les limites et puis l'encourager toujours, mais toujours en mettant les limites, sinon elle va déborder très vite. Alors au test persona, on dit que c'est les facilitants. Il y a une socialité manifeste et elle veut faire partager son régime aux autres. Alors, elle va être tellement contente, elle va être tellement content qu'il va essayer d'entraîner tout le monde là-dedans. Alors, en fait, on verra qu'on ne peut pas, il faut quand même, d'abord, il faut être pris en charge. C'est pas toujours évident de perdre du poids, surtout quand il y en a beaucoup. Et puis, les régimes sont quand même assez personnalisés et doivent être adaptés à chaque patient. Le patient psorique, foie, pour lui, alors les psoriques en homéopathie, c'est les gens qui ont essentiellement une oralité débordante. Pour eux, le monde, ils le mangent. Donc, c'est absorber l'autre. D'ailleurs, l'autre n'existe qu'à l'intérieur de moi. Et ils sont avides. C'est des patients compulsifs et intolérants à la privation. On a un bel exemple, par exemple, en France, c'est Bigard. Voilà, c'est typiquement le patient psorique. Tant plus qu'il y en a, tant plus que c'est bon. Alors évidemment, le grand remède de cette tendance, c'est sulfure, bon et beaucoup. La vie doit être facile, c'est le supporter sportif exubérant ou le chasseur alcoolique. Vous vous rappelez du sketch de la galinette cendrée, sans doute. Ce qui est assez typique dans sulfure, c'est les accès hypoglycémiques et en particulier en fin de matinée. C'est les gens qui sont obligés, avant de manger, 11h, 11h30, vont facilement se faire quelques rondelles de saucisson parce qu'ils ne tiennent plus. Et quand ils sont polyintoxiqués, il faudra donner son satellite Caenus vomica, surtout s'il y a un fond éthylique ou de toxicomanie associée. Alors beaucoup plus rarement, ferrum,
qui est un remède d'obésité chez l'enfant frileux, et Manganum, qui est un remède d'obésité sur fond d'arthralgie. Au test persona, on dit que ce sont des promouvants et que leur problème dans la vie, c'est la recherche du plaisir avant tout, et surtout, ils veulent un régime nouveau. Donc, c'est des gens, ils vont zapper pas mal entre différentes méthodes et ils vont se décourager assez vite parce que justement, c'est compliqué, ça peut être compliqué. Enfin, pour eux, ça paraît difficile, donc ils vont avoir tendance à abandonner, d'où l'intérêt de vraiment retravailler la motivation et le soutien, le coaching après pour qu'ils maintiennent leurs efforts. Le patient luétique, type rein en médecine chinoise. Alors vous savez que le rein, c'est la problématique phallique, c'est-à-dire le besoin de dominer l'autre. Donc ce sont des patients qui sont en recherche de performance. Il y a une ambition de puissance et un style de vie, ce qu'on appelle stress-oriented. Donc, c'est des gens qui aiment bien quand ça castagne un peu, quand ça bagarre. Ça ne les dérange pas du tout. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, le docteur Raoult. Plus il se fait injurier, tout ça, plus ça l'excite, il est content. De toute façon, il a des arguments, donc il n'a pas peur. Donc, c'est des gens qui vivent un petit peu dans la confrontation. Et il va falloir leur apprendre que l'autre existe et il a le droit d'exister sans que celui-ci le mette en danger. Voilà. Alors, il y a différents aspects. Il y a la phase paranoïde. Je suis bon, les autres sont mauvais. Donc, à ce moment-là, on voit apparaître des perfectionnistes et avec peu de confiance dans les autres. Évidemment, ça va aller vers l'épuisement. C'est des gens qui vont manger parce qu'ils sont épuisés. Et plus ils travaillent, plus ils bossent, plus ils s'énervent, etc., plus ils mangent pour se soutenir. Et puis, on pourrait les voir aussi en phase dépressive. Je suis mauvais, les autres sont bons. Le patient est passif, il manque de but, il va dramatiser. Et donc là, il y a un manque d'autonomie flagrant qui est lié à une mauvaise image de lui-même. Et donc là aussi, il va falloir le remettre à niveau pour qu'il ait une vision correcte des choses et puis puisse entamer un régime de façon un peu dynamique. Alors les grands remèdes là-dedans, bien sûr, c'est Orum. Orum qui est le remède des dictateurs, des patrons un petit peu paranoïdes. L'ordre règne à Santiago. C'est souvent des pléthoriques frileux, psychorigides. Il a toujours raison. D'ailleurs, critiqué, il se considère offensé. Et là, on a un alcoolisme souvent, c'est ce que j'appelle l'obésité du PDG, avec un alcoolisme éthylique mondain. Alors j'ai soigné comme ça un grand patron de presse, quelqu'un qui avait plusieurs journaux, et tous les vendredis matins, il avait une réunion avec les actionnaires, avec les différents directeurs, etc., où ce n'était pas toujours facile de présenter ses résultats puis ce qu'ils voulaient faire. Et donc, ils avaient tous devant eux une petite bouteille d'évian. Sauf que sa bouteille d'évian, lui, c'était de la vodka. Parce qu'il dit, si je n'ai pas ma bouteille de vodka, je ne tiendrai pas la réunion, ça ne va pas aller. Voilà. L'icopodium. Alors, l'icopodium, c'est ce qu'on appelle en Italie la pancetta del commendatore. C'est un patient qui est souvent diabétique, et c'est les gros ventres. Il peut être goûteux, il a quasiment toujours une hypercholestérolémie, souvent une lithiase rénale. Et en plus, donc c'est quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, mais qui la ramène sans arrêt. Et il veut qu'on le prenne au sérieux. Et il a toujours l'impression, c'est un grand jaloux. D'ailleurs, à table, c'est toujours meilleur dans l'assiette du voisin. Et c'est très intéressant parce que le médecin français, c'est le prototype du lycopodium. C'est-à-dire, il ne sait pas faire, mais il ne veut surtout pas que les autres réussissent mieux que lui. Capsicum. Alors, capsicum, c'est un cas rare, mais qu'on voit, c'est la boulimie des transplantés. C'est le remède des diabètes et des obésités des gens qui sont dans les camps de réfugiés. On en a vu beaucoup des cas de capsicum, en particulier au retour des pieds noirs après la guerre d'Algérie. Évidemment, là, il y a une perte de repère qui est complète et le patient déprimé a tendance à manger et il va développer un diabète assez rapidement, en même temps qu'il va faire une dépression.
Graphite, c'est un remède très intéressant. C'est un remède à la fois de mauvaise gestion, à la fois thyroïdienne et surrénalienne. Et c'est des patientes qui sont grosses grasses grises. On dit que c'est les 3 G de graphitesse, grosses grasses grises. C'est ce qu'on appelait autrefois l'anémie graisseuse. Et c'est des patientes qui sont assez tristes, hein, dépressives, migraineuses, constipées, eczémateuses, etc. Et donc, graphite a cet effet merveilleux qu'elle va relancer, c'est un remède qui va relancer les régulations hormonales. Voilà. Et selon le test Persona, ce sont des contrôlants. Hein, et pour eux, ils mettent la réalisation en avant, ils veulent un régime efficace. Donc, si ça tarde, ils ne sont pas contents. Donc, on va voir qu'on peut adapter des phases beaucoup plus rapides pour les satisfaire un petit peu. Voilà. Le patient psychotique, Paul Coeur. Alors là, c'est des patients qui ont une identité sociale qui n'est pas bien assise. Donc, ils sont dans l'angoisse et les préjugés. Et évidemment, pour eux, ils vont développer une obésité rempart. Et c'était Carlos, hein, qui était bien enveloppé, qui était le fils de Dolto, un psychanalyste bien connu, qui disait « Depuis que j'ai mis 30 cm de graisse entre le monde et moi, je me sens beaucoup mieux. » Il avait verbalisé quelque chose d'évident. Donc, c'est des gens qui ont... Pardon, c'est pas le Covid. C'est des gens qui ont une mauvaise image d'eux, un manque d'autonomie, hein, et de responsabilisation, et surtout, ils ont tendance à tout dramatiser. Ils sont facilement angoissés, pleins de préjugés, et surtout obsédés par le jugement des autres. Et en plus, ils vont passer leur temps à critiquer les copains. Alors, là-dedans, il y a quand même trois grands remèdes. Calcarea carbe, hein, qui est un remède de jeunes femmes et jeunes hommes asthéniques, revendicateurs, avec des peurs et des préjugés, souvent paresseux parce que hypoxiques. Hein. Et il y a de nombreuses phases d'hypoglycémie. Donc eux, vraiment, dès qu'il y a des phases d'hypoglycémie, des coups de pompe, hein, il faudra penser au régime diabétique, ce qu'on développera après. Ensuite, vous avez les Thuya occidentalis, qui est un remède de prise de poids et de cellulite, souvent après la ménopause ou après un traitement d'hormonaux ou de corticothérapie ou de polyvaccination. Alors, les petits symptômes qui vont vous faire choisir Thuya, c'est les sueurs profuses, c'est des gens en particulier. Je ne sais pas si vous avez vu les obèses, comme ils transpirent sous les bras. Sous les bras, c'est le méridien de la rate. Donc, c'est vraiment que la rate est complètement bloquée. Ils ont des grosses transpirations des aisselles. Et puis, d'obsession. Hein. Thuya, c'est un grand remède obsessionnel. Et vous leur ferez du bien, non seulement au niveau de leur poids, mais également au niveau du mental. Et puis Médorinum qui est un ozote, c'est-à-dire c'est un remède qui est fabriqué avec des microbes. Et bien Médorinum, c'est le remède des gens qui ne sont plus à la hauteur et qui se débattent, s'agitent pour faire croire qu'ils sont encore réellement au niveau. C'est le remède du syndrome de Péter. Et souvent, parallèlement à cette obésité grandissante, il va y avoir des arthralgies. Et puis, c'est un remède qu'on va utiliser largement après les fameuses gélules amaigrissantes de Moreau. Et c'est un remède agité aussi. Alors, selon le test Persona, c'est des patients dits analysants. Et pour eux, la sécurité est fondamentale. Ils veulent un régime éprouvé. Ils ne veulent pas se lancer dans des essais comme ci, comme ça. Et il faut les rassurer sans arrêt. Alors évidemment, le BNS va nous aider beaucoup parce qu'il va nous orienter vers les dysfonctions à la fois immunitaires et métaboliques qui sous-tendent ce surpoids. Alors la plupart des surpoids, bien sûr, ils vont avoir des bilans hyperfloculents parce que complètement engorgés de graisse, de sucre, et puis évidemment, il va se développer rapidement un état inflammatoire qui va déboucher sur des pathologies souvent ennuyeuses. Alors, quand c'est les alphins qui
vont dominer. On aura des états inflammatoires aigus, surtout tendinomusculaires. Quand c'est les gamma, on aura des glaires et un engorgement lymphoïde. Quand c'est les alpha-2, on aura des inflammations subaiguës cutanéo-muqueuses. Quand c'est des albumines, souvent, alors quand ils sont en hyper, ben, c'est très lié à l'hyperfonction de la surrénale. Les albumines hautes, c'est les gens qui se mettent la pression tout seuls, sans arrêt. Donc il faut les détendre, il faut les calmer. Il faut essayer de leur faire prendre un peu de recul et de réfléchir. Et puis l'hyperbêta, c'est un grand remède de l'engorgement hépatique. Et à ce moment-là, on aurait tendance à les drainer, mais pas du tout. Il faut éviter au maximum de les drainer avec des quantités de plantes importantes. Et là, en fait, c'est le régime qui va se charger de nettoyer le foie. Alors, les bilans neurotransmetteurs sont aussi très, très intéressants, hein, surtout quand il y a des états de tension nerveuse très importantes. Et puis, évidemment, au niveau des fonds dépressifs, des burn-out et puis des phénomènes, en particulier d'épuisement et d'insomnie. C'est vraiment très, très intéressant. Donc là, on va bien sûr regarder, de même que les albumines, on va regarder la tension nerveuse et on va regarder l'ensemble noradrénaline, dopamine, hein, la présence ou l'absence d'envie, dopamine, la présence ou l'absence d'idéal ou de joie, la sérotonine, l'incapacité à se détendre, hein, et l'effondrement de la sérotonine signe le burn-out, et puis la présence de beaucoup de glutamine, ce qui montre un phénomène d'excitation, et puis le GABA qui va avoir un effet sédatif et surtout régulateur de l'humeur et du sommeil. Moi, j'aime beaucoup le GABA et je trouve que c'est vraiment un neuromédiateur essentiel. Alors évidemment, on va supplémenter, non pas dans ces neuromédiateurs-là, mais on va utiliser des acides aminés précurseurs. Alors, pour ce qui est noradrénaline et dopamine, ça sera la tyrosine. Pour ce qui est la sérotonine, ça va être le tryptophane. Et puis pour ce qui est la gamma, ça va être la L-théanine. Et rien qu'avec ces trois-là, on va compenser extrêmement bien et on va transformer le vécu de ces patients, ce qui va les aider énormément. Alors, évidemment, le problème biologique qui va très très vite apparaître dans les gros surpoids, dans les cas de gros surpoids, c'est le syndrome métabolique. Qu'est-ce que c'est ce syndrome métabolique? Eh bien, c'est l'association de 7 affections. Le surpoids, et en particulier de la graisse abdominale, qui va décompenser un diabète gras avec des accès hypoglycémiques. Hein, donc les accès hypoglycémiques qui vont se manifester essentiellement par des coups de pompe et puis des fringales. L'hypertension artérielle, l'hyperlipidémie, la goutte, l'albuminurie qui est liée à une microangiopathie glomérulaire et des troubles de la coagulation et en particulier le risque de phlébite et d'embolie. Alors, quand on a 2 ou 3 de ces maladies-là, il n'est pas rare que dans les années qui suivent, les 3 ou 4 autres qui manquent apparaissent. Alors, évidemment, c'est très grave parce que vous avez un vieillissement vasculaire qui est absolument majeur, qui va se manifester par de l'angine de poitrine, de l'impuissance, et puis une micro-angiopathie diabétique qui va donner en particulier une atteinte des yeux. Il faut savoir qu'il y a un diabétique sur 2 qui meurt aveugle, une atteinte des reins, il y a un diabétique sur 3 qui meurt insuffisant rénal. Et donc ce risque vasculaire va s'aggraver et pourra même se compléter d'un NASH, c'est-à-dire d'un foie gras. Alors le NASH, ça veut dire non-alcoolique stéatohépatitis, c'est-à-dire cirrhose non-alcoolique. Et en fait, c'est un foie gras. Et vous savez comment on fabrique des foie gras avec les oies. Il n'y a pas de secret. Et donc, la néphrangiosclérose qui en seront l'aboutissement. Donc, en fait, cette obésité, ce surpoids, ce dérèglement glucido-lipidique, il va aboutir à un véritable vieillissement expérimental vasculaire et ça va toucher en particulier 3 organes vitaux qui sont le cœur, le foie et le rein. Donc,
l'obésité est vraiment un facteur de risque majeur. Et d'ailleurs, en Suisse, les assurances maladie qui sont complètement privées et qui gèrent même le risque de base et l'hospitalisation, prennent en compte l'indice de masse corporelle et ils majorent les cotisations. C'est-à-dire à partir d'un certain surpoids, vous payez beaucoup plus parce qu'ils savent qu'il va vous arriver des cas. Donc, alors, s'il te plaît, tu peux revenir à la... Voilà. Ce qui est important avec ce syndrome métabolique, c'est qu'il est inutile de cumuler les traitements. Donner des hypotenseurs pour l'hypertension artérielle, des hypolipémiants pour le cholestérol, des biguanides pour le diabète, des urico-éliminateurs pour la goutte, des anticoagulants pour le risque de phlébite, etc. Tout ça ne sert à rien. Bon, à part, sauf peut-être être copain avec votre pharmacien. Le seul traitement efficace à long terme passe par la perte de poids et la reprise d'une activité physique adaptée. Et d'ailleurs, toutes les publications officielles sur le syndrome métabolique sont d'accord. Le traitement du syndrome métabolique, c'est un régime adapté et c'est le retour à un poids normal. Quand le patient retrouve un poids normal, toutes ces affections régressent et pour la plupart disparaissent, et en particulier le diabète gras. Si vous mettez en place un régime diabétique et si vous continuez correctement tout le reste de votre vie, vous avez toutes les chances que le diabète ne réapparaisse pas. Donc vous voyez, c'est quand même tout à fait intéressant de sensibiliser le patient au fait qu'il est en train de creuser sa tombe avec ses dents. Alors, les vraies solutions du surpoids sont simples, mais doivent être personnalisées. C'est très simple. Il n'y a pas 50 000 régimes qui marchent. Moi, j'ai eu la chance de suivre l'enseignement de Maurice Larocque, qui est au Canada et aux États-Unis la référence mondiale. Actuellement, son équipe suit plus de 200 000 malades à travers le monde. Donc vraiment, il a eu une expérience extraordinaire. Et quand on a été suivre ses conférences, on peut dire qu'il nous a mis tout nus dans nos certitudes et il nous a vraiment expliqué les choses de façon extrêmement simple. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire, que vous ayez des idées simples et claires et oubliez tout ce qu'on vous a raconté par ailleurs, ça ne marche pas. Donc, il y a 2 régimes qui marchent, il n'y en a pas 50 000. Alors, on va les alterner et on va les adapter selon les régimes et les besoins de chacun. Alors, j'explique, je prends le temps, je prends 10 minutes, un quart d'heure pour expliquer aux patients pourquoi tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent n'a pas marché. Et sous quelles conditions ça marchera. Alors, je leur fais un petit compte et je leur dis, voilà, pour redevenir mince, pour retrouver votre corps et votre activité antérieure, il faut passer à travers 3 portes magiques qui correspondent à des contraintes physiologiques obligatoires et c'est la clé du succès. Si vous ratez une seule de ces portes, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, il y a vraiment 3 règles essentielles qu'il faut respecter. Une seule, vous la ratez, ça ne marchera pas. Donc, à ce moment-là, ils comprennent le pourquoi de l'échec des tentatives d'amaigrissement antérieur. La plupart des régimes qui vous sont proposés par Marie-France, par tous les spécialistes soi-disant de ces régimes-là ne marchent pas. D'ailleurs, la plupart de vos patients en surpoids ont déjà essayé tous ces régimes-là. Alors, vous allez utiliser quelques petits outils tout bêtes. Vous allez utiliser d'abord un mètre de couturière. Et vous allez surveiller le tour de taille et le tour de hanche. Alors, pourquoi ? Parce que si le tour de taille est supérieur au tour de hanche, on peut être sûr que vous avez un hyperinsulinisme. Autrement dit, les gens qui se présentent avec l'aspect de la bouée, chez les femmes, elles ont une bouée autour de la taille. Chez les hommes, ils ont un ventre un peu proéminent, ils ont du mal à se voir pisser, pour ainsi dire. Eh bien, vous pouvez être sûr que c'est un
l'hyperinsulinisme. Ce n'est même pas la peine de doser l'insuline, on le sait, ça a été validé par de nombreuses études. Vous allez vous faire acheter à votre patient une balance de cuisine pour peser certaines rations. Vous allez vous munir de sachets hyperprotéinés d'une marque correcte, on va voir ce que ça peut être. Et puis surtout, on va se servir des conseils d'un praticien ami pour l'objectivité des choix et l'aide au changement des habitudes alimentaires et la reprise de l'activité physique. Il va falloir un coaching et il va falloir tout de suite, il faut dire, vous savez, ça va durer 4 ans. Voilà, pour être sûr que vous ne refutiez pas. L'équipe de la ROC s'est rendu compte qu'il fallait 4 années et qu'au début, il allait falloir venir relativement récemment, au début peut-être toutes les semaines, peut-être tous les 15 jours, peut-être tous les mois. Et en fait, au bout des 4 ans, ben, on les revoit tous les mois ou tous les 2 mois, ça suffit. Alors évidemment, la ROC, lui, au Canada et aux États-Unis, il s'attaque à des obésités à partir de 160 kg. Donc 160 kg, avant, ils considèrent que ce n'est pas un vrai surpoids. Et puis, ils vont jusqu'à 300 kg. Ils s'arrêtent à 300 kg parce que 300 kg, c'est la limite où les gens peuvent encore marcher. À partir de 300 kg, on les met sur des petits canapés, puis on les déplace avec un Clark. Donc là, ça pose problème pour aller à la clinique de jour. Et puis, le record mondial, ça a été un Mexicain qui a fait 550 kilos. Ou 575 kilos, je crois même. Voilà. Donc là, évidemment, on a des obésités. Alors là, on ne parle même plus d'obésité, de surpoids, on parle d'obésité morbide. C'est-à-dire qu'ils ne font plus rien que de manger. Alors ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui leur amènent à manger. Donc là, ça veut dire qu'il y a des saboteurs qui sont à un niveau absolument incroyable. Donc là, il faut vraiment se poser des questions fondamentales quant à la présence de saboteurs. Alors, quelles sont ces 3 portes? C'est assez facile. Pour la minceur et la bonne santé, il faut une perte de poids assistée à travers les 3 portes. La porte des calories, la porte des glucides, c'est-à-dire des sucres, et la porte des protéines. On va voir quelles sont ces 3 portes. Alors, la première porte, la porte des calories, on va étudier la dépense énergétique de repos. Qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de calories dont votre corps a besoin simplement pour fonctionner sans que vous fassiez d'effort. Donc, cette quantité d'énergie permet donc, normalement, on a une idée de cette quantité. La dépense de repos est à peu près 30 fois le poids du corps idéal, le poids idéal de votre corps. C'est-à-dire, si vous estimez que votre poids idéal il est de 60 kg, donc 3 x 6, 18, donc vous devez manger 180 1800 kcal par jour. Voilà. Si vous avez un poids de 50 kg, donc 1500 kcal par jour, pour 75, et pour 100 kg, ça veut dire, si vous avez 100 kg, ça veut dire que vous mangez, ce n'est pas votre poids idéal, mais vous mangez 3000 kcal par jour. Alors évidemment, les gens vous disent non, je ne mange jamais ça. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obèse hypophage. C'est-à-dire que cette règle-là, elle est réelle. Alors après, il faut voir où sont les calories. Alors, on va essayer de comprendre. Alors, ces calories, elles obéissent à la règle du 4-9-4-7-0. Alors, on va voir ce que c'est. C'est l'énergie délivrée par les aliments. Alors, les glucides, encore appelés sucre ou hydrates de carbone ou farineux, c'est 4 calories par gramme. Ce n'est pas énorme. Le problème, c'est qu'on en mange beaucoup. Les lipides, les graisses, quelle que soit leur origine, c'est 9 calories par gramme. C'est beaucoup. Donc, oui, c'est plus du double que les sucres. Les protéines, lait, viande, poisson, œufs, etc., c'est aussi 4 calories par gramme. Ce n'est pas énorme. L'alcool, quelle que soit leur boisson, c'est 7 calories par centimètre cube, donc par gramme. Plus la boisson est alcoolisée, plus la quantité de calories absorbées est importante. En plus, il y a des boissons qui sont, en plus d'être alcoolisées, elles sont sucrées. Et les fibres, par contre, cellulose non absorbables, participent activement au travail de la digestion, mais ne sont pas absorbées, c'est 0 calories.
Donc, vous voyez, la règle du 4-9-4-7-0, elle est importante parce que les gens se font beaucoup d'idées. Par exemple, j'ai une patiente qui est charmante qui me dit mais je mange que des pommes de terre, mais les pommes de terre, ça ne fait pas grossir. Alors en effet, elle a lu ça parce que les pommes de terre, ce n'est pas très calorique par rapport aux graisses, sauf que les pommes de terre, elle les fait sauter ou en frites, donc déjà il y a beaucoup de graisse qui s'ajoute. Et puis elle en prend tellement que finalement ça finit par côté. Voilà, il ferait mieux de manger de la salade et des haricots verts. Donc le déficit calorique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la différence qu'il y a entre votre dépense énergétique de repos et ce que vous allez manger. En sachant que pour perdre 1 kg de masse grasse, il faudra obtenir un déficit calorique d'environ 9000 kcal, puisque c'est 9 calories par gramme. L'effort va porter donc surtout sur les graisses, bien sûr, alimentaires, mais également sur l'alcool, aliment grand pourvoyeur de calories. Ne pas trop compter sur l'effort seul pour perdre du poids. Il faut faire 7 heures de jogging pour perdre 9000 kcal. Donc l'exercice physique va être très intéressant parce qu'il va vous reconnecter avec votre corps, il va donner un sens à votre motivation, etc. Mais il va relativement peu jouer dans le déficit calorique. Il faut vraiment... Alors, il y a un confrère qui m'a posé la question, j'anticipe, faire l'amour, c'est 250 kilocalories en moyenne. Alors, la régulation glucidique. Alors, bien sûr, c'est l'école américaine, c'est Blackburn, il y a plus de 25 ans, qui a le mieux étudié le phénomène de satiété vis-à-vis de la quantité de glucides ingérés. Alors, en fait, on se retrouve avec les sucres devant 4 situations. Alors, la première situation, c'est moins de 50 grammes de glucides par jour, c'est-à-dire pas de sucre du tout, pas de glucides, pas de farinol, pas de fruits. C'est ce qu'on appelle la cétose. Alors, évidemment, la cétose, elle a des contre-indications médicales. Qu'est-ce que c'est la cétose? Ça veut dire que comme l'organisme n'a pas de glucides à se mettre sous la dent, il va se mettre à consommer de l'acétone. Et l'acétone, il va la trouver dans les graisses. Donc, en fait, il va attaquer sa masse graisseuse. Donc, en fait, c'est ce qu'on veut. C'est mettre le pancréas sur repos pour pouvoir attaquer la masse graisseuse. La perte du poids est rapide en cétose, jusqu'à moins 1 kg de masse grasse par semaine environ. Et surtout, c'est intéressant la cétose parce qu'elle est confortable dès le 3e jour. L'acétone est psychotonique et elle est anorexigène. C'est-à-dire elle coupe l'appétit, elle vous met en forme. Alors, c'est un problème qu'on a, par exemple, chez les gens qui font des grèves de la faim. Alors, les 2 premiers jours, ils ne sont pas bien. Et puis, dès le 3e jour et pendant 3 semaines, ils sont extrêmement bien. Et donc, c'est très difficile de les convaincre de ne plus manger, de recommencer à manger. Donc, on va pouvoir se servir à l'occasion de l'acétose dans la perte de poids. Alors, donc, on a vu, on va prendre en bas, de 0 à 50 grammes de glucides, c'est l'acétose. De 50 à 100 grammes de glucides par jour, et bien là, le pancréas commence à fonctionner. Évidemment, il est plutôt en hypo, parce qu'il n'y a pas assez de sucre. Et donc, il va induire des hypoglycémies, donc des malaises et des fringales. Et en particulier, là, vous verrez que ce sont les régimes restrictifs à la mode qui tendent à supprimer, bien sûr, les gros apports de sucre, mais il y en a quand même suffisamment pour que vous ne soyez pas en cétose, et il n'y en a pas assez pour que ce soit confortable. Et d'ailleurs, ce phénomène est à la base de la plupart des échecs précoces des différents régimes restrictifs. De 100 à 50 grammes de glucides par jour, on est dans le régime diabétique. C'est une méthode qui est beaucoup plus lente que la cétose, on va perdre à peu près 200 grammes de masse grasse par semaine. Elle est un peu fastidieuse les 2-3 premières semaines parce qu'il faudra peser les différents aliments qu'on va vous proposer. Mais elle a un énorme avantage, c'est qu'elle est sans contre-indication, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Elle n'a aucun interdit alimentaire, on peut manger de tout, simplement les quantités sont limitées et il faudra respecter quelques associations particulières. Alors, c'est une phase parfaite, en particulier pour la rééducation alimentaire. Par contre, il faudra dire aux gens qui sont en hyperinsulinisme ou qui sont diabétiques que ce régime, il est à faire à vie.
dès qu'ils vont sortir de ce régime-là, ils vont regrossir. Et ils vont grossir parce que leur pancréas ne gère pas correctement ni les sucres ni les graisses. Ce n'est pas de leur faute, c'est souvent héréditaire, c'est souvent acquis pour différentes raisons. Donc simplement, il faut les encourager et il faut périodiquement, je sais que périodiquement, même les gens qui sont très très bien stabilisés, tous les ans, ils ont besoin de revenir me voir une fois ou deux pour que je les gronde un petit peu et que je les encourage à recommencer le régime diabétique. Plus de 150 grammes de glucides par jour, ben, on a faim et il y a une reprise du poids. Une alimentation qui comporte plus de 200 grammes de glucides par jour interdit pratiquement la réduction de masse grasse, qui est défendue par l'hyperfonction pancréatique. Donc vous voyez, si on s'arrête aux calories, ça ne marchera pas. Il faut bien comprendre le rôle qu'au sein de cette réduction des calories jouent les glucides. Les protéines. Alors, c'est une cause fréquente d'échec des différents régimes à la mode, qui est leur faible teneur en protéines. Celles-ci sont indispensables au bon fonctionnement de vos organes. Elles sont alors prélevées sur les muscles, induisant fatigue, déminéralisation, peau flétrie et surtout rechute. C'est ce qu'on appelle le yo-yo protéique. De plus, lorsque vous réalimentez, votre masse musculaire se reconstitue. Donc les kilos seront vite repris. Donc pour ne pas perdre de volume musculaire, vous devez manger au minimum 1,2 g de protéines par kilo de poids idéal et par jour, ce qui correspond à peu près à 70 grammes chez une femme de 1,65 m et 95 grammes chez un homme de 1,85 m. Voilà. Où va-t-on trouver ces protéines? Alors, on va prendre un chiffre rond, donc par exemple 80 grammes d'acides aminés. Si vous voulez prendre 80 grammes d'acides aminés avec un seul aliment, ça va être 600 grammes de poisson maigre, 480 grammes de viande maigre, 440 grammes d'œufs, etc. Donc ça paraît énorme, évidemment. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans la journée, on va prendre un petit bout de poisson, un petit bout de viande, un petit bout d'œuf, un petit bout de fabacé, un petit bout de un laitage, etc. Et donc, en fait, on va trouver ces 80 grammes d'acides aminés en prenant un petit peu de chacun. Mais il faut bien comprendre qu'il faut prendre quand même beaucoup de protéines. Si vous ne prenez pas beaucoup de protéines, vous allez avoir énormément de mal à conserver votre perte de poids. Vous allez perdre du poids, mais vous ne la conserverez pas. Et surtout, votre masse musculaire va fondre et vous serez fatigué. Vous ne serez pas content. Donc là, on va pouvoir, en particulier chez les végétariens, on va pouvoir utiliser des aliments hyperprotéinés. Alors, il en existe de qualité biologique, supplémentés en vitamines, en oligo-éléments et en acides gras essentiels, qui, surtout au début, simplifient les régimes et autorisent un respect parfait de la physiologie. Donc d'ailleurs, le patient sera le premier à le remarquer, il va se sentir en pleine forme dès la prise de la supplémentation. Attention, certains praticiens confondent parfois les produits hyperprotéinés de haute valeur biologique, c'est-à-dire avec 70% d'acides aminés, comme Eurodiet ou Assudiet ou d'autres, avec ce qu'on appelle des substituts de repas. Alors, vous vous rappelez les pubs avec Slim Fast, qui sont protéinés à 30%, ou les produits diététiques vendus en pharmacie, comme par exemple Modifast ou Protical, qui sont protéinés à 50%. C'est pas mal déjà, mais qui sont quand même trop sucrés. Ça veut dire quand même qu'il y a 50% de sucre. Et donc, qui n'autorisent pas une cétose vraiment efficace. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller voir un fabricant. Alors maintenant, sur la toile, vous avez beaucoup de gens, vous allez directement sur les sites des fournisseurs et ils vous les envoient dans la semaine. Alors, il y en a qui me disent que c'est un petit peu cher, c'est de l'ordre entre 3 et 5 euros le repas. Mais en fait, quand vous réfléchissez, c'est ça que vous ne mettez pas dans le caddie du supermarché. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de surcoût en termes alimentaires. Supplémentation. Donc, la tendance de certains patients à faire le yo-yo doit faire suspecter un état carentiel masqué par l'obésité. Ces déficits sont toujours à compenser avant d'établir un programme alimentaire. Alors, les carences en fer, c'est le cas des femmes qui perdent trop souvent, trop longtemps. Donc ça, c'est clair qu'il va falloir
corriger la carence en fer. Alors, c'est des femmes qui font des perfusions de fer, qui prennent du fer et qui ont toujours des ferritines basses. Alors ça veut dire que le foie est malade. C'est le foie qui est le réservoir du fer et du sang. Et on a souvent ces belles sépias en homéopathie qui sont des femmes qui ont des carences en fer chroniques, et on le voit dans tout un tas de pathologies récidivantes. Donc là, il faut vraiment faire un BNS et puis faire une compensation. Bien sûr, il faudra donner le fer, mais il faut relancer le foie ou en même temps qu'on va mettre en place un régime adapté. Les carences en oligo-éléments, alors il y a un oligo-élément que j'aime bien pour la perte de poids, c'est le chrome. Le chrome est intéressant parce qu'il va améliorer le fonctionnement de l'insuline au niveau de la cellule, et en particulier, il va avoir comme effet objectif de couper les fringales. Donc, j'utilise très souvent une supplémentation avec de la vitamine B et du chrome. On donne une gélule par jour pendant quelques semaines et ça les aide vraiment. La carence en acides gras essentiels, alors évidemment, ça, on va le voir avec les peaux sèches ou les dermites. Et en particulier, il pourrait y avoir un syndrome prémenstruel important avec une importante rétention d'eau. Donc là, on va utiliser des acides gras, soit oméga 6, soit oméga 3. Et ça se verra aussi très bien sur le BNS qui vous fournira une supplémentation adaptée, puisque la bourrache, le nagre et différents autres acides gras sont proposés dans le BNS. Alors, quels sont les deux régimes qui marchent? Il n'y en a pas 50 000, il y en a deux. Donc, on va les voir successivement et on va voir comment on va gérer ça. Alors, le premier régime, c'est un petit peu la bombe atomique, c'est l'acétose, c'est-à-dire qu'on va mettre à jeun le patient. On va mettre à jeun le patient, mais on va quand même lui faire manger des fibres, donc il aura droit à des légumes verts, de la salade, etc. Et cette cétose, donc à partir du 3e jour, va permettre une perte de poids rapide. Donc 1 kg de masse grasse par semaine. La première semaine, il va facilement perdre 2 kg. Et puis, au bout de 10 jours, on a vu des gens qui perdaient jusqu'à 4-5 kg, en sachant que là-dedans, il y a quand même beaucoup d'eau qui part. Et pour qu'ils ne perdent pas, pour qu'il n'y ait pas de carence en vitamines, en oligo-éléments, et pour qu'il ne soit pas carencé en protéines, on va mettre en place une supplémentation de 3 à 4 ou même 5 sachets de protéines par jour. C'est ce que les différents labos appellent les phases rapides. Donc, on a un amaigrissement rapide. Mais attention, ces phases rapides nécessitent, il y a des contre-indications. Alors, il faut les connaître tout de suite. D'abord, l'acétone doit être éliminé par le rein. Et donc, ça va risque de fatiguer un peu le rein. Donc, les gens qui ont des pathologies rénales ou de la goutte, c'est une contre-indication à la cétose. Voilà. Donc, s'il y a des antécédents rénaux, il ne faut pas faire de cétose. Les endocrinopathies, en particulier, bien sûr, les gens qui sont à l'insuline, il ne faut surtout pas faire de cétose. En fait, ça, c'est une mauvaise indication parce que normalement, les gens qui sont à l'insuline, ils ne sont pas gros. Et bien sûr, les hypothyroïdies. Alors ça, c'est très intéressant parce que j'ai fait beaucoup de cétose moi-même. Et en fait, on se rend compte que sous cétose, les hypothyroïdies vont complètement décompenser. C'est-à-dire, c'est la dame qui va vous téléphoner le 5e jour et qui va vous dire « j'étais censé perdre 2 kilos, j'en ai pris 3 ». Alors, à condition, bien sûr, qu'elle ait fait scrupuleusement ce que vous lui avez dit, ça veut dire que sa thyroïde a lâché et qu'elle fait une rétention d'eau. Donc, c'est absolument pas grave. Donc, on lui dit « ok, vous arrêtez tout, vous mangez comme avant ». Et puis, elle va perdre son eau, mais ça sera l'occasion de faire un bilan thyroïdien et on va se rendre compte qu'elle est en hypothyroïdie. Donc, à ce moment-là, on la supplémentera et on pourra reprendre une cétose ou un régime diabétique adapté. Et puis, les troubles psychologiques. Alors, ça, il y a des gens qui sont incapables de suivre un régime. Alors, évidemment, la cétose, comme c'est très déstabilisant, les gens au psychisme un peu labile ou à la comprenette un peu labile, ils vont faire que des conneries et en effet, il faudra se méfier en leur proposant la cétose. Je me rappellerai toujours, j'avais une gentille consoeur qui avait fait ses 10 jours de cétose et elle était complètement... J'ai 2 histoires comme ça, tiens, j'en ai une.
elle me dit, je ne suis pas content du tout, docteur Henry, vous m'avez proposé la méthode, ça ne marche absolument pas. Alors je lui dis, écoutez, je m'assois, et puis racontez-moi. Alors bon, oui, oui, alors j'ai bien fait tout ce que vous m'avez dit, etc. Nanana. Et puis en fait, j'ai réussi, au bout de 10 minutes, j'ai réussi à lui faire admettre que c'était la saison des cerises et qu'elle faisait absolument tout ce que je lui avais dit de dire, c'est-à-dire l'acétose, les supplémentations, etc. Mais que le soir, les cerises, c'était trop bon, elle allait dans son jardin et elle se faisait un saladier de cerises Bigarreau dont elle était extrêmement friande. Donc autrement dit, elle était plus en cétose et donc évidemment, elle ne pouvait pas perdre du poids puisque la cerise, c'est un fruit qui c'est que de l'eau sucrée, évidemment. Ça a relancé le pancréas à tout va et elle ne pouvait pas perdre de masse grasse. La deuxième histoire est encore plus rigolote. C'était une autre consoeur, mais là, psychiatre. Donc, elle vient se plaindre qu'elle avait pris un peu de poids, etc. Alors, elle avait des difficultés conjugales. J'étais un peu au courant de cette histoire-là. Et puis, je lui dis, mais... bon, je lui dis, tu connais la méthode de la diète protéinée, de la cétose? Elle me dit oui. Elle me dit, on peut essayer de faire une cétose pour essayer de te décrocher de tes mauvaises habitudes alimentaires et puis de voir ce que ça donne. Alors elle dit, je suis d'accord. Donc elle commande les sachets et elle fait 10 jours de cétose et elle revient, elle me dit, j'ai là aussi, elle me dit, j'ai pas perdu un gramme. J'ai dit, tu as bien fait tout ce que je t'ai expliqué, tout ça. Elle me dit, oui, 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 oui. Ben, je dis, écoute, le psychiatre, c'est toi. Donc tu vas réfléchir, et puis quand tu auras réfléchi, tu viendras me revoir, et puis on va en discuter. Et alors donc elle est partie un peu fâchée. Et puis un an après, je l'ai revue, un an après, elle m'a dit, oui, oui, ben, j'ai réfléchi, en fait, mon mari rentrait le soir, et on s'engueulait, et puis je me revais sur le frigo, et puis je faisais un accès boulimique, et je vidais le frigo en 20 minutes, et puis j'avais tellement honte après que j'oubliais, j'occultais. Et donc, de bonne foi, je suis venu te voir en me disant que je ne mangeais pas. Et en fait, je mangeais par accès boulimique en fonction des contrariétés que j'avais. Voilà. C'est intéressant quand même. Hein. Deux confrères qui, a priori, avaient la tête sur les épaules. Vous voyez, on peut lâcher pied au cours d'une cétose. Voilà. Alors, la cétose, personnellement, moi, j'attaque rarement avec une cétose. Je pense qu'il est prudent de commencer par ce que j'appelle le régime diabétique. Qu'est-ce que c'est le régime diabétique? C'est le régime qui va consister à fournir une petite quantité de sucre au patient, une petite quantité de glucides à chaque repas, à espacer cette prise de sucre sur 4 petits repas, et puis surtout à donner une petite quantité de protéines pour éviter les hypoglycémies. Voilà. Alors, on perd beaucoup moins vite, mais on n'a pas faim et on n'est pas fatigué. Donc ça, et puis surtout, c'est un vrai régime de rééducation alimentaire. Alors, si on a encore des fringales, et si en particulier on doit se déplacer, on est en voyage, etc., où on n'a pas le temps, on peut prendre un supplément protéiné, par exemple une barre protéinée, à la place d'un repas, c'est très pratique et vous ne cassez pas le régime diabétique. Alors, objectif réalisable avec ce régime, moins de 1 à 3 kg par mois, en mangeant de tout, en quantité pesée, sans risque de yo-yo ou de carence. Alors, ce régime diabétique qui constitue la base de la perte de poids de tout le monde, on pourra obtenir, dans certains cas, un amaigrissement plus rapide en faisant des phases de cétose au sein de ce régime diabétique. Par exemple, on dit, voilà, du 1er au 10 du mois, on va faire une cétose. À ce moment-là, on prend plus qu'une grosse salade par jour et puis 4 à 5 suppléments protéinés pendant 10 jours, à condition, bien sûr, de ne pas avoir de contre-indication que nous avons vues. Le principe, en fait, est le même que le régime diabétique, mais là, sans fruits ni farineux, qui sont remplacés par des soupes, des flancs ou des entremets protéinés. Donc, on peut répéter les phases de 10 jours tous les mois, par exemple. Alors, pourquoi alors, il y a des gens qui vont me dire, mais moi, 3 jours. Non, non.
Les 2 premiers jours, c'est difficile, la cétose. Donc, si vous ne faites pas au moins une semaine, ça ne vaut pas le coup. Donc, une semaine, 10 jours par mois, c'est bien. Au-delà de 10 jours, votre rein commence à fatiguer. Et donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus physiologique de revenir à un régime diabétique. Voilà. Alors, évidemment, bon, si vous faites 140 kg et qu'on vous promet une perte de poids de 1 à 3 kg par mois, au bout de quelques mois, vous tirez une balle dans la tête. Donc là, l'acétose, c'est vraiment indispensable, surtout pour les obésités importantes. Voilà. Et puis également, c'est intéressant aussi au niveau des gens qui ont beaucoup de fringales et qui ont tendance à grignoter. Et là, ils se rendent compte que le fait d'être en cétose, c'est-à-dire le fait de ne plus rien manger, on n'a pas faim. Et ils avaient des problèmes digestifs, ils n'en ont plus. Ils avaient des fringales, ils n'en ont plus. Ils étaient moroses, fatigués, etc. Ils pètent la forme, etc. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant de la cétose, c'est aussi la dynamique psychologique que ça entraîne. On est dans une dynamique du changement et faire une phase de cétose, ça peut être très intéressant. Voilà. Personnellement, moi, je ne commence pas par une phase de cétose, sauf cas particulier. Et puis, je les renouvelle selon la nécessité et les demandes du patient. Voilà, l'expérience prouve que les meilleurs résultats sont obtenus en alternant les phases de cétose, par exemple les 10 premiers jours du mois, et les phases de régime diabétique, les 20 jours suivants. On peut bien sûr modifier les durées et recommencer les alternances aussi souvent que nécessaire. Voilà, et pour convaincre les indécis de la cétose, on peut leur proposer de commencer par 2 sachets par jour sur un jour. On leur dit, vous mangez ce que vous mangez d'habitude, et le matin, en fin de matinée, dans la matinée, vous prenez un sachet, ou une barre protéinée. Dans l'après-midi, vous prenez un sachet de barre protéinée et vous allez voir que vous avez beaucoup moins faim au repas suivant. Et c'est vrai. Et ils se rendent compte que c'est efficace. Donc, l'acétose nutritionnelle, tu peux revenir s'il te plaît. Voilà. L'acétose nutritionnelle, elle est intéressante parce que elle diminue le stress oxydatif. Alors, elle a un autre intérêt. Elle a le même intérêt que le jeûne. C'est-à-dire que le fait de mettre l'intestin au repos, ça réduit aussi les soucis des intolérances alimentaires. Comme il n'y a plus d'aliments pratiquement, donc les inflammations digestives et surtout l'engorgement hépatique s'améliorent de façon considérable. Et en particulier, on voit s'améliorer les dermites, on voit s'améliorer les rhumatismes, s'améliorer la fatigue, la dépression, etc. Donc, si vous voulez, il faut prendre l'acétose un peu comme un mini-jeûne protéiné et qu'il ne faut pas continuer trop longtemps, mais qui peut être intéressant d'introduire dans la rééducation alimentaire que constitue la diète le régime diabétique. Voilà. Alors actuellement, on voit apparaître tout un tas d'aides informatiques. On a tous un smartphone maintenant. Et il y a des programmes d'aide au calcul calorique et au suivi des différents indices. Alors c'est amusant. Il y a des compteurs de calories, des journaux de poids. Il y a un accompagnateur de jeûne, il y a des calculateurs d'exercice, etc. Ça peut les occuper un petit peu. Moi, personnellement, je trouve que le mieux, c'est vraiment la relation humaine et le fait que le patient vienne vous voir régulièrement et qu'il fasse le point avec vous de ses difficultés, à la fois de ses difficultés en termes de régime et puis en termes de vécu social et personnel. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé qui est intéressante, c'est la balance impédance métrique. Alors, la balance impédance métrique, elle est très intéressante parce que elle va permettre de déconnecter le patient de son poids. C'est-à-dire, on va lui demander toutes les semaines de monter sur la balance impédance métrique. Alors, les praticiens qui font beaucoup de perte de poids, ils en ont une sophistiquée chez eux. Sinon, maintenant, vous allez chez le supermarché ou sur Amazon, vous pouvez acheter pour à peu près 30-40 € une balance impédance métrique correcte. Et puis, ça vous donne donc votre poids et puis votre masse grasse. Alors, il y a des petites conditions pour l'utiliser correctement, évidemment, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, vous allez demander au patient de noter le poids et la masse grasse. Et il va se rendre compte que le poids va varier avant, pendant les
règles, etc. Les soucis, les machins, etc. Bon, c'est un petit peu les vagues, si vous voulez, le poids. Hein. Alors, un jour, vous perdez beaucoup, puis vous avez repris le lendemain. Par contre, la masse grasse, elle est très stable. Et puis, si vous faites le régime correctement, la masse grasse, elle va descendre régulièrement. Donc, c'est très intéressant psychologiquement pour recentrer le problème du poids sur l'excès de masse grasse. Et ça va déculpabiliser complètement le patient. S'il a repris un petit peu, c'est qu'il a mangé un petit peu plus. Et donc, il faut remettre un peu les pendules à zéro. Alors, je rajouterais aussi, ce qui est important, c'est que nos erreurs sont d'excellentes occasions de nous améliorer. Donc, le patient, il ne faut jamais le culpabiliser, il faut toujours lui dire, on fait équipe ensemble. Et donc, si vous avez fait des excès, si vous avez repris du poids, etc., ce n'est pas grave. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez lâché votre motivation, comment vous avez vécu les choses, et puis comment on va repartir d'un bon pied. Je crois que vraiment, il faut que le patient sente un soutien psychologique qui ne soit en aucun cas culpabilisant. Nos erreurs sont d'excellentes opportunités pour nous améliorer. Voilà, cas clinique. Alors, Madame X a 42 ans, elle est professeure d'histoire, elle est mariée sans enfant, elle a eu une grossesse extra-utérine en 2001. Elle est en surpoids depuis sa puberté et c'est une obésité type obésité rempart, quand vous la faites parler un petit peu. Elle avoue 100 kg pour 1,70 m. Ce surpoids s'est aggravé depuis les traitements hormonaux de sa fille en 2003 et se complique à présent de douleurs tendinomusculaires généralisées. Elle suit le programme Weight Watcher depuis 3 mois et elle a perdu 3 kg. C'est pas trop mal quand même. Weight Watcher, vous verrez, le régime Weight Watcher, il ressemble un petit peu au régime diabétique. Simplement, les Weight Watchers, pour apporter des protéines, ils investissent beaucoup trop dans les laitages. Ils sont beaucoup trop laitages. Malheureusement, les laitages sont très sucrés et en plus, ils apportent de l'hormone de croissance, ce qui n'est quand même pas le but. Voilà. Donc, c'est ma petite critique pour les Weight Watchers. Et puis aussi le fait qu'autrefois, ils étaient beaucoup plus culpabilisants. Donc, ça ne me dérange pas du tout qu'elle ait fait le régime Weight Watcher. Je trouve que c'est une bonne introduction. Voilà, elle a perdu un petit peu, mais elle fait des écarts, car la bouffe, c'est mon seul espace de liberté. Et ça, c'est intéressant quand même. C'est ce qu'on disait au départ sur l'apport du patient par le cognitivo-comportemental, c'est-à-dire repérer dans son discours les idées fausses et travailler dessus. La bouffe, c'est mon seul espace de liberté. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans une obésité rempart avec en plus un phénomène d'addiction. L'interrogatoire révèle un abus sexuel par un voisin et une culpabilité latente. Je ne sais plus écouter mon corps. Voilà. Elle a du mal à exprimer ses émotions et donc elle a des colères faciles et elle reconnaît n'être motivée pour rien, avoir peur de l'échec, ne plus se supporter, etc. Alors ça, c'est très très intéressant parce que vous voyez qu'au départ, la demande, qui est une demande tout à fait logique de perte de poids, en fait, on débouche sur une véritable catastrophe, une situation relativement catastrophique au niveau de l'émotionnel et au niveau de l'image de soi, sur laquelle il va falloir travailler. Si vous ne travaillez pas là-dessus, si vous ne la soutenez pas tout au long de la phase de récupération de son corps et de sa physiologie, ben, ça ne marchera pas. Voilà. Donc il va falloir qu'elle verbalise tout ça, qu'elle mette tout ça sur la table, qu'elle mette de l'ordre, et puis que vous la déculpabilisiez et que vous l'encouragiez de façon constante. Alors évidemment, ce tableau évoque Calcarea carbonica en homéopathie. Le bilan, le BNS effectué est normal, il est un peu lipidique, évidemment, le fait de trop manger, ça induit un petit foie gras, ce qui explique d'ailleurs la surcharge tendinomusculaire. Donc, comme je suis relativement pris en termes de temps, je me fais aider d'une psychologue, donc je l'ai envoyée chez une psychologue amie pour qu'elle ait un suivi
psychothérapique sur les 6 prochains mois, à raison d'une séance par semaine, ce qui me permet de le voir moins souvent, mais de recadrer les efforts plus sur l'alimentaire. Et dans son cas, une prise hyperprotéinée le matin et une barre à 17 heures vont limiter ses accès boulimiques et vont l'aider à retrouver une certaine confiance en elle. Voilà. Cas clinique numéro 2. Alors, cette dame-là est âgée de 64 ans, elle est divorcée et elle consulte pour de multiples problèmes. Des douleurs ostéo-articulaires généralisées, des vertiges. D'ailleurs, elle dit « j'ai l'oreille interne qui a basculé ». J'ai trouvé ça charmant, comme disait. Une hernie hiatale. Alors évidemment, bon, le fait d'avoir un abdomen imposant, ça fait une surpression sur le diaphragme et sur l'estomac. Évidemment, ça facilite l'hernie hiatale et donc les remontées acides. Une constipation chronique et une insomnie de surmenage, et elle se réveille, d'autant plus qu'elle se réveille 4 à 5 fois la nuit. Tous les traitements classiques et alternatifs ont échoué. Voilà. En fait, je remarque qu'elle fait 75 kg pour 1,55 m, que sa tante est diabétique et qu'elle a pris beaucoup d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, vous savez que moi, je suis tout à fait opposé à l'utilisation classique des anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est une catastrophe physiologique. Et puis en plus, ça augmente le risque d'hospitalisation. Je crois que l'augmentation de risque d'hospitalisation, c'est de plus de 30% après 10 jours de prise d'anti-inflammatoire. Et puis surtout, l'anti-inflammatoire va bloquer le pôle ras de pancréas. Et en moyenne, il y a une prise de poids qui est de l'ordre de 1 à 2 kg au bout de 10 jours. Alors c'est un très bon argument, ça, pour les faire arrêter. Ah oui, les douleurs sont mieux, mais vous avez pris d'anti-inflammatoires. Ah oui, bon, alors attention à la prise de poids. Bon là, tout de suite, elles ont compris qu'il faut arrêter. Alors, on lui fait bien sûr un BNS, sa biologie est rassurante, mais il y a quand même un blocage lymphoïde avec une hypogamma et un phénomène d'acidité locale, hyper-alpha 1, donc ce qui explique l'inflammation tendinomusculaire, et hypoalbumine. On est rentré dans une phase acide sur une sécheresse tissulaire. Donc, je lui propose une phase eurodiète, qui est en fait le régime diabétique, et un traitement homéopathique avec antimonium prud'homme, qui est donc le remède des relations émotions-accès boulimique, et baritacar pour relancer, qui est un remède de relance hormonale générale, et Thuya occidentalis pour son problème ostéo-articulaire. C'est un remède de douleur ostéo-articulaire aggravée par l'humidité. Après divers aléas, dont l'intervention d'un bon ostéo pour des cervicodorsalgies tenaces, et en particulier pour un repositionnement du diaphragme et des insertions du diaphragme pour son reflux digestif, elle atteint finalement le poids souhaité de 60 kg au bout de 6 mois. Elle se dit très contente et gère avec meilleure humeur les soucis résiduels. Alors ça, c'est un cas que je n'ai pas vu, bien sûr. C'est un cas qui a été publié dans le Lancet en mars 2006. C'est une femme obèse de 40 ans qui est admise pour dyspnée sévère dans un hôpital à New York. Depuis 5 jours, elle se plaint de nausées et de vomissements. Elle explique suivre depuis un mois un régime Atkins. Alors, le régime Atkins, c'est un régime qui ressemble à la cétose, mais donc on supprime complètement les glucides, mais par contre, c'est un régime qui privilégie les graisses. Alors, ça, c'est très intéressant parce que la cétose met le pancréas sur peau, et on mange des protéines, donc vous passez la porte des protéines, vous passez la porte des glucidiques, mais vous ne passez pas très bien la porte des calories. Mais surtout, en fait, avec le régime Atkins, le fait de manger beaucoup de graisse, ça écœure. Donc, c'est des gens qui, en fait, réduisent un peu aussi la porte des calories. Donc, ça a eu un gros succès, le régime Atkins. L'ennui, c'est que l'augmentation de la cétose, qui devient de ce fait très importante du fait des apports de graisse, eh bien, donne une acidocétose métabolique et qui amène une déshydratation, en particulier avec des vomissements, et une pancréatite à minima. Et donc, les rares cas d'accidents qu'on a dans les cétoses de régime Atkins,
c'est des acidocétoses métaboliques avec déshydratation. Et il y a eu quelques cas de mort aux États-Unis, évidemment, sur des longues cétoses Atkins et puis des obésités importantes. Alors, l'hôpital ne se casse pas la tête, on met du dextrose et du bicarbonate en intraveineux, et elle sort le 4e jour et se confirme asymptomatique 6 mois après, et on lui a bien expliqué qu'il ne fallait jamais faire le régime Atkins. Alors, retour à la physiologie alimentaire, la pyramide alimentaire du régime méditerranéen. Alors, ce régime méditerranéen, il est surtout intéressant pour tout ce qui est les pathologies vasculaires. C'est le grand régime des pathologies vasculaires. Évidemment, dès qu'il y a un surpoids, vous utiliserez ce régime dans le respect du régime diabétique. C'est-à-dire, vous allez réguler, d'ailleurs, vous voyez, dans le régime méditerranéen, il faut limiter le pain, les pâtes, le riz, le couscous, la polenta, etc., tout ce qui est glucidique, et les fruits. Il faut limiter tout ça, alors qu'au contraire, il faut favoriser les légumes, les haricots, les noix, l'huile d'olive, le fromage, le yaourt, etc. Voilà. Donc, on va, en fait, ce régime méditerranéen ressemble beaucoup au régime diabétique, avec, on va dire, un petit peu plus de poisson gras et d'huile d'olive et de légumes variés que dans les régimes du nord de la France et les régimes plutôt de type germanique. Voilà la seule manière absolument efficace de maigrir en suivant un régime. Vous voyez, c'est pas mal. J'ai trouvé que ça avait beaucoup d'humour, santé. Voilà, mais j'attends vos questions. Je pense que je vous ai donné des repères tout à fait sympathiques. Alors, avec les conseils que je vous ai donnés, en principe, c'est ce que j'explique aux patients que c'est un régime sans échec. Donc, a priori, s'ils suivent mes conseils, je n'ai pas d'échec. Voilà. Donc, si on a un échec, ce qui est à peu près un cas sur 5 quand même au long terme, c'est qu'ils sont sortis des rails pour une raison X ou Y. Et à ce moment-là, je veux bien les reprendre. Je vous ai expliqué qu'il faut les reprendre. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé avec eux. Et il faut leur expliquer que cette erreur, elle n'est pas définitive et qu'ils peuvent recommencer dans la bonne direction. Voilà. Donc, si vous leur dites que c'est un régime sans échec et que si ça ne marche pas, c'est qu'ils font des erreurs, là, ils vont faire attention et ils ne vous raconteront pas d'histoire. Merci beaucoup, Dr Henry, pour cette présentation qui était très riche. On a pris un petit peu plus de temps que d'habitude pour conclure ce webinaire. Alors, on n'a pas beaucoup de questions qui sont arrivées, mais pour autant, une question qui est revenue souvent dans ce qui nous a été transmis, même bien avant le webinaire, on se demande si le régime Dukan, qui est quand même fortement axé sur la consommation de protéines et qui pour autant qui est très efficace, mais qui a été aussi très décrié, est-ce qu'il est à recommander et qu'en pensez-vous? Le régime Dukan, ça ressemble beaucoup au régime de la cétose. C'est de la cétose, le régime Dukan. Alors, alors, il n'y a pas de régime miracle, si vous voulez, avec les avantages et les contre-indications de la cétose. Donc, je vous l'ai expliqué. Alors, on appelle ça le régime Dukan, on appelle ça tout ce qu'on veut, un régime Montignac, etc. Alors, on rajoute plus ou moins de lipides, plus ou moins de glucides, etc. Mais on est toujours sur un modèle de cétose. Alors la cétose, c'est bien, à condition que ce soit des phases courtes et que ça se développe sur un régime diabétique. Voilà. Donc si on ne met pas le pancréas au repos au long terme, on n'aura rien qui tiendra. Je crois qu'il faut être clair avec ça. Malheureusement, les gens qui viennent nous voir sont des gens qui veulent des résultats immédiats et sans effort. On va leur fournir des solutions qui sont opérantes, qui vont limiter les efforts au maximum, mais qui nécessitent un suivi. Voilà. Et le régime Dukan, de même le régime Comme J'aime, etc., c'est des régimes qui sont en fait des cétoses plus ou moins complètes et
il faut bien expliquer au patient qu'il a une dysrégulation pancréatique. Hein. Alors, c'est très simple. Hein. Moi, j'explique à mes patients, je leur dis, vous savez, il y a à peu près 95% des gens en surpoids qui sont en prédiabète. Et les 5% qui restent, c'est des hypothyroïdiens. Alors, les hypothyroïdiens, ça se traite relativement facilement. Hein. Et puis, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir des diabétiques hypothyroïdiens. Donc, on va mettre en évidence assez facilement l'hypothyroïdie s'il y en a une. Mais de toute façon, si vous ne régulez pas votre apport glycémique, il n'y a rien qui marchera. Alors, on peut utiliser tout ce qu'on veut et le rythme qu'on veut pour la réduction glycémique, mais moi, je crois avoir essayé à peu près et bien documenté sur toutes les méthodes. La méthode qui marche à long terme, c'est le régime diabétique. On pourra faire des phases du camp, comme j'aime, etc., qui sont en fait des cétoses sur des courtes périodes. On ira plus vite, mais ça ne sera pas meilleur pour le résultat final. Et alors, tous les échecs du camp, comme j'aime, etc., c'est parce qu'on ne leur a pas dit, en fait, c'est des méthodes qui gagnent leur vie en vendant des protéines. D'accord. On nous demande également, pourquoi pas dans ce cas plutôt un simple jeûne, mais parce que le jeûne ne peut pas se faire sur une longue durée et forcément… Tu ne passes pas la porte des protéines. Voilà. Voilà. Et donc, tu as un yo-yo à la sortie de ton jeûne. D'abord, tu as perdu de la masse musculaire, hein, et puis tu vas reprendre dès que tu vas manger. C'est ça. Et Est-ce que vous avez un autre produit, enfin d'autres produits hyperprotéinés recommandés en dehors d'Eurodiète, si vous avez une marque ou une maison en tête? un Sudiète est très bien aussi. Et puis, il y en a d'autres. Il y a une demi-douzaine de fournisseurs sur le marché qui ont… C'est assez facile de voir si c'est un bon produit. Hein. Vous regardez la composition et puis le pourcentage de protéines dans le produit. Hein, si c'est au-dessus de 50%, c'est un bon produit. Si c'est au-dessous, c'est pas un bon produit. Ok, très bien. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Si d'autres devaient émerger, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remets la petite page sur contact@mybiobox.com. On se fera un plaisir de vous répondre et on va se retrouver à leur date à définir. Il me semble que c'est dans 4 semaines à peu près pour un webinaire sur l'accompagnement préconceptionnel et de la grossesse. Voilà. Donc, je vous remercie. Ah, pardon, juste une dernière question. Que pensez-vous du konjac? Alors, le konjac, c'est une racine qui gonfle. Donc, c'est une méthode qui ressemble un peu, c'est une espèce de phytothérapie de type estomac réduit. Donc, c'est un produit qui gonfle dans l'estomac, qui fait qu'on ne peut pas se goinfrer parce qu'on a l'impression d'avoir l'estomac plein. Oui, mais ça ne règle pas le problème de l'équilibre alimentaire. Ça peut être une aide s'il y a une polyphagie, ça peut être une aide parce que… Alors de même, j'ai pas dit de mots, j'ai rien dit là sur ce séminaire, sur les opérations de réduction de l'estomac, que ce soit des opérations de type sleeve, c'est-à-dire on vous enlève un bout de l'estomac, ou dérivation, ou que ce soit des opérations de type mise d'un anneau gastrique. Hein. Donc toutes ces opérations, c'est bien, vous allez perdre entre 15 et 25 kilos, c'est très bien. C'est quand même pas donné comme intervention. Et puis surtout, ça ne règle absolument pas la problématique pancréatique. Hein. Donc, vous restez prédiabétique et vous aurez les mêmes problèmes de vieillissement vasculaire. Et puis, ça ne règle pas les causes. Donc, en fait, il faut mieux, avant de vous faire opérer, mettez-vous sérieusement en restriction glucidique. Et puis, vous n'aurez pas besoin de vous faire opérer, ça sera quand même mieux. Et puis, ça ne traite pas non plus les problématiques psychologiques qui sont derrière les gros surpoids. Eh bien, merci beaucoup, Dr Henry, pour toutes ces précisions, les réponses que vous avez apportées à ces questions et cette belle présentation sur comment retrouver son poids de forme. Donc, bon courage à tous pour démarrer une nouvelle diète. Et n'oubliez pas de bien vous faire accompagner. Et on se retrouve d'ici peu pour un prochain webinaire. On vous tient au courant. Et voilà, pour toute question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci Nadine.
Merci Aline. Au revoir. Presque. Au revoir.